Donc, pour continuer sur la pédagogie alternative, du coup, il n'y a pas de prof, mais il y a des encadrants qui viennent vous coacher. Il n'y a pas de notes, mais il y a des badges. Il n'y a pas de cours, mais il y a des projets sur lesquels on avance soit en binôme, soit en groupe. Donc voilà, c'est une école vraiment où rien de tel pour apprendre à coder que de tester et que de se lancer. Donc, je vous enverrai, suite à ma prise de parole, un lien vers le live de présentation si vous souhaitez en savoir plus sur qu'est-ce qui est enseigné concrètement en termes de langage et en termes de projet dans cette école. Mais c'est une formation de développement pour devenir développeur ou développeuse généraliste, donc à la fois full stack, front-end et back-end. La deuxième spécificité, et on va en parler ce soir, c'est les valeurs de l'école, rendre la tech accessible à toutes et à tous. En particulier accessible pour les femmes. Donc chez nous, c'est important de montrer que la tech, ce n'est pas uniquement un milieu d'hommes. Et pour cela, on casse les codes qui existent en montrant que le code, c'est un langage, le code, c'est créatif et ce n'est pas seulement pour les geeks excellents en maths qui codent de manière solitaire. Donc, du coup, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous envoie tout de suite dans le chat le live, le prochain live le prochain live qui est la réunion d'information de l'école. Ça a lieu sur Zoom. Donc, ça dure 1 heure. Et la prochaine date, c'est le jeudi 17 juin à 18 h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez en savoir plus sur l'école. Sinon, tout le reste de nos informations, c'est sur adatechschool.fr et vous pouvez télécharger notre brochure sur laquelle il y a plein d'infos. Voilà, les personnes continuent à se connecter petit à petit, donc j'attends encore un tout petit peu que tout le monde se connecte. Voilà, on est déjà pas mal. Du coup, petite mise au point sur cette conférence. Amandine est là pour tout vous expliquer, mais le but, c'est que ça soit le plus interactif possible. Je suis sûre que vous avez plein de questions sur la crypto, donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous pouvez déjà aussi interagir dès maintenant, comme le font Magali et Marie. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à commenter, à poser des questions. C'est hyper important pour nous. Alors, je vous envoie le lien vers le site de notre école si ça vous intéresse. Et du coup, pour lancer cette conférence, j'ai prévu une petite intro et puis après, je laisserai Amandine se présenter. Donc du coup, nous, on a choisi de faire cet événement avec Amandine parce qu'on pense que la crypto, c'est un vrai levier d'empowerment pour les femmes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a seulement 10% de développeuses à la fois qui étudient l'informatique et qui aussi sont dans le milieu de l'informatique en tant que dev. Donc, on peut se demander quel milieu pourrait être encore plus inégalitaire que celui-ci. Eh bien, il y en a. C'est certaines spécialisations de la tech, c'est-à-dire une fois qu'on prend les développeurs, il y a des milieux encore plus inégalitaires comme la cybersécurité, l'IA, la data et les cryptos. Donc ça, c'est Amandine qui m'a transmis ces chiffres. Tous les postes confondus sur 100 startups de blockchain, vraiment tout poste confondu, donc pas seulement en développement, il n'y a que 14,5% d'employés femmes. Donc voilà, du coup, des grandes inégalités dans le milieu de la blockchain, puisque sur 37 startups blockchain sur 100, il y en avait aucune qui avait des femmes dans leur équipe. Donc ça montre que c'est un milieu très, très masculin. L'investissement, lui aussi, est très masculin. Alors ça, on n'a pas de stats sur le sujet. Peut-être que Amandine, tu en auras. Mais c'est assez flagrant parce que seulement 43% des personnes qui souhaitent investir dans le Bitcoin, paradoxalement, sont des femmes. Donc, il y a un grand gap que peut-être vous allez passer ce soir entre la volonté d'investir et le fait de se lancer avec peut-être des biais de dire « tiens, j'en suis pas capable, ça a l'air compliqué ». Donc voilà, c'est pour ça qu'on trouvait ça hyper intéressant d'inviter Amandine ce soir pour déjà vous expliquer ce que c'est que la crypto et en plus pour avoir des premières pistes pour se lancer.
Voilà pour l'intro. Amandine, du coup, je te laisse te présenter. Est-ce que tu pourrais nous dire qui es-tu et nous parler un peu de toi et de ton parcours? Ouais, bien sûr. Bah, bonsoir à toutes et tous déjà. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Je voulais remercier Claire pour l'invitation et je pense que ça va être super. Bah, déjà, moi, ça me fait énormément plaisir de parler de ce sujet à un public majoritairement féminin. Et c'est une super initiative de la part d'Adatech School aussi, qui s'inclut vraiment dans leur ligne éditoriale parce que toutes les semaines, ils proposent à différents intervenants tous les mardis d'intervenir. Donc, c'est vraiment super qu'on puisse parler crypto-monnaie ce soir. Donc moi, je m'appelle Amandine, j'ai 27 ans. Je me suis auto-formée dans cet univers des crypto-monnaies. Et, euh, et en fait, j'ai lancé le compte Instagram La Mineuse à la fin de l'année 2020. L'idée, c'est vraiment de créer un safe space où toutes les femmes sont à l'aise pour apprendre et pour se lancer et sauter le pas dans cet univers. Donc voilà, le but, c'est vraiment de démocratiser les crypto-monnaies et de vulgariser des notions qui peuvent être parfois techniques à un public plutôt féminin. Donc voilà, c'est vraiment un projet passion, c'est un side project. Moi, j'ai un travail à côté. Je suis responsable marketing d'une agence créative. Donc pour l'instant, c'est complètement bénévole. Donc il y a des webinars comme celui-ci, il y a des ressources aussi que j'ai créées pour les débutantes et les débutants et probablement des ateliers aussi à venir. Voilà. Super, bah merci pour la présentation. Tu dois avoir des journées bien chargées, j'imagine. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la crypto et pourquoi? Ouais, complètement. Alors, moi, j'ai commencé à m'intéresser, c'était surtout au Bitcoin, en fait, au départ, en 2014. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un mémoire de fin d'études sur le dark web, mais sur les aspects plutôt positifs du dark web. Donc, je m'intéressais aux lanceurs d'alerte, à Edward Snowden, qui utilise ces outils, ou même à l'époque, c'était les printemps arabes. Donc, en fait, j'étudiais comment les journalistes dans des pays sous des régimes autoritaires peuvent utiliser le dark web à des fins plutôt positives. Et tout ça m'a amené finalement à m'intéresser au Bitcoin et à le voir comme finalement une sorte d'alternative à la finance traditionnelle. Et donc, j'ai fait des premières expérimentations. J'ai acheté mes premiers Bitcoins à un prix assez dérisoire en 2014, mais je les ai revendus très vite. Parce que à l'époque, c'était très compliqué de s'en procurer et aussi de les stocker et de les conserver tout simplement, parce qu'il y avait beaucoup on appelle ça les exit scams. En fait, c'est juste des plateformes qui disparaissent du jour au lendemain. Donc, en fait, c'était assez compliqué juste d'investir tout court. Et finalement, je me suis un peu éloignée de cet univers et j'y suis revenue il y a 2 ans. Et en 2019, j'ai vraiment commencé à investir plus sérieusement, à me former. Et c'était aussi beaucoup plus accessible. Il y avait des ressources en français, ce qu'il n'y avait pas du tout en 2014. Et donc voilà, là, ça fait 2 ans que je suis allée vraiment beaucoup plus loin dans mes connaissances et dans cet univers. Ok. Et du coup, concrètement, tu as beaucoup investi? Euh, Tout dépend ce que tu appelles beaucoup. Je dirais que je suis loin des crypto-millionnaires qu'on peut voir un peu partout sur Twitter ou sur les réseaux en général. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu une approche plutôt conservative. En fait, j'ai commencé avec des tout petits montants. J'ai commencé avec des 50 euros, des 100 euros. Et plus je me suis formée, déjà plus j'ai lu, plus j'ai cru dans ces technologies et dans cet univers, et plus j'ai été aussi à l'aise pour commencer à jouer avec des plus grosses sommes. Et donc, c'est vrai que là, oui, aujourd'hui, j'ai une partie de mon salaire qui est investie et qui est dédiée à épargner en crypto-monnaie. Ouais. Ok. Du coup, pour le lier au sujet que j'évoquais tout à l'heure, comment tu le lis, toi, ce combat avec le combat féministe? Oui, en fait, pour moi, c'était un peu une évidence et j'ai pas voulu forcément lier les deux, mais c'est le chiffre que tu as dit tout à l'heure, là, ce 43%. En gros, 43% des personnes qui souhaitent investir dans le Bitcoin sont des femmes. Bon, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis, mais en gros, moi, je partais de ce chiffre-là de 43, et à l'arrivée, on arrive avec 22% des investisseurs concrètement qui investissent dans les crypto-monnaies qui sont des femmes. Donc en fait, il y a un énorme gap entre les 43% qui veulent et les 22%
qui le font. Et du coup, je me suis dit, mais où sont passés les 20% restants? Qu'est-ce qui se passe entre la volonté initiale et le passage à l'acte, enfin à l'action? Et moi, j'ai identifié plusieurs facteurs, mais il y avait, par exemple, déjà le manque de ressources et aussi le fait que ce soit un univers assez hostile. Et c'est exactement ce que tu as dit, Claire, tout à l'heure, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire pire parce qu'on est en train d'allier tech et finance. Donc, en fait, c'est un milieu doublement hostile. Et pour moi, c'est vraiment là où le bât blesse, où il faut mettre les bouchées doubles pour que les femmes aient accès à des ressources et finalement passent justement à l'action et se lancent et osent sauter le pas. Et sur ces inégalités, en plus des chiffres que tu nous as cités, est-ce que toi, tu as, je ne sais pas, une expérience personnelle, des témoignages depuis que tu es rentrée dans ce milieu sur ces inégalités? Oui, oui, c'est vrai que là, on a cité les chiffres, donc c'est un peu voilà, des chiffres sur papier glacé, mais moi, j'ai une expérience, mon expérience personnelle après dans cet univers, c'est que voilà, déjà quand je me suis formée, j'ai vu des séries entières de webinaires où interview après interview, vidéo après vidéo, il n'y a aucune invitée femme. Des plateaux télé, il y a une émission maintenant sur les cryptos sur BFM. Bon, en fait, pendant longtemps, il n'y avait aucune invitée femme. Maintenant, c'est bon, il y en a une, mais voilà. Les livres que j'ai pu lire, pour l'instant, je n'ai pas encore lu un seul livre sur la crypto qui soit écrit par une femme. Donc, on est quand même sur c'est stratosphérique. Le niveau là d'absence des femmes, c'est assez hallucinant. Donc, oui, moi, j'en ai fait l'expérience à un niveau assez personnel de vraiment où sont les femmes. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on a des expertes blockchain en France, on a des ingénieurs, on a des chercheuses. Mais déjà, elles sont peu nombreuses, mais elles existent, mais en fait, elles sont très peu visibilisées. Donc, c'est-à-dire que le peu d'expertes qu'on a, elles sont invisibilisées. Donc là, c'est vraiment la catastrophe à tout niveau, quoi. Donc ça, c'était à la fois sur les professionnels du secteur et à la fois sur les amatrices. En fait, on voit de femmes nulle part, ni sur Instagram, ni sur YouTube, ni dans les livres. Enfin, voilà. Il y a une question de Camille qui peut peut-être aider à résoudre ce problème. Est-ce qu'il existe une communauté lamineuse? Est-ce que toi, tu as créé une communauté? Justement, en fait, moi, j'ai pas mal regardé ce qui se faisait aux États-Unis parce qu'ils sont un peu plus avancés sur ces sujets-là de financial féminisme et même de crypto-féminisme. Et il y a des communautés qui existent, des crypto-babes, des comptes qui s'appellent voilà, Girls in Crypto. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Et en France, en fait, il n'y en a aucun, j'en ai trouvé aucun. Et donc, moi, l'idée, c'est vraiment là, à terme, ça va arriver assez vite. En gros, j'ai un peu demandé à ma communauté ce qu'ils préféreraient comme support, mais là, ça se décide pour un Discord. Donc, a priori, ça commencera avec un Discord. Et l'idée, en fait, c'est vraiment aussi que les femmes puissent échanger entre elles et que ce ne soit pas juste un compte Instagram unilatéral, mais vraiment que toutes les femmes puissent s'entraider et créer une vraie communauté, et des vraies relations, quitte à se rencontrer en vrai, maintenant que les terrasses sont ouvertes, tout ça. Ok, trop bien. Tiens-nous au courant, surtout. Je pense qu'il y en a pas mal qui aimeraient en faire partie. Pour continuer sur ce sujet de la crypto et les femmes, selon toi, pourquoi c'est important de ne pas passer à côté de cette révolution? Alors là, pour moi, il y a deux trucs différents. En fait, il y a le côté où la blockchain et les crypto-monnaies, enfin surtout la blockchain, mais en fait, c'est un outil et ça va être une révolution, une vraie révolution technologique. Et le deuxième point, c'est le côté tendre vers une liberté financière et le voir comme un outil d'empowerment féministe. Donc en fait, le premier point, c'est pourquoi les femmes ne doivent pas passer à côté, parce que concrètement, la blockchain, c'est le futur et il faut qu'elles y prennent part le plus vite possible. Pour moi, j'aime bien comparer la blockchain à Internet dans les années 80 et se dire que en fait, ceux qui ont fait le pas de la transition numérique, les entreprises qui ont fait le pas, ce sont elles qui en sont sorties gagnantes. Et là, ça va être pareil pour la blockchain. Donc, autant se mettre dans le bain le plus vite possible pour, entre guillemets, faire partie du monde de demain. Donc, voilà, c'est des formulations un peu bateau, mais c'est l'idée derrière tout ça. Donc ça, c'est la partie plus technologie pure et dure.
Et après, le deuxième point, c'est vraiment de tendre vers une sorte d'indépendance financière et de liberté financière. Enfin, voilà, là, on revient sur des choses qui sont assez vieilles, mais le sexisme, en fait, historiquement, c'est aussi bâti sur la dépendance financière des femmes. En France, c'est le compte bancaire sans l'accord du mari, c'est 1965. Donc, il y a tout cet historique et ce passif où, pour les femmes, aujourd'hui, c'est encore tabou de gagner de l'argent et d'en parler. Du coup, pour moi, les cryptos viennent contrer tout ça et elles vont dans le sens d'un outil d'empowerment et elles permettent, enfin on le sait aujourd'hui, ça peut permettre de se générer une manne de revenus ou si ce n'est pas une manne de revenus, au moins d'épargner dans voilà, une réserve de valeur, peut-être de préparer sa retraite, enfin voilà, et de tendre vers cette liberté financière et du coup une indépendance aussi. Une indépendance dans une optique féministe. Ouais. C'est super intéressant ce que tu dis. Surtout que je pense que, enfin moi j'en connais beaucoup et peut-être vous en connaissez aussi. Je connais beaucoup de couples hétéros où la fille dit ah oui non mais moi c'est mon mec qui gère, il fait ses petites expériences sur la crypto. Donc c'est l'occasion de prendre le pouvoir. Et Camille poste un podcast sur la dépendance financière. Je pensais aussi à ça. Ce podcast des couilles sur la table qui est hyper intéressant sur en fait à quel point le patrimoine, les finances, les dépenses sont un point crucial du féminisme. Je vous le conseille aussi, on est connectés Camille. Du coup, nous, chez Ada, on aime bien, pour contrer les problèmes, montrer des exemples de rôle modèle. Nous, on a Ada Lovelace, qui est notre marraine chez Ada Tech School, qui est la première femme à l'origine d'un algorithme et des prémices de la programmation. Est-ce que toi, tu as des rôles modèles sur les sujets de crypto à nous partager? Oui. Alors, j'ai pas vraiment de rôle modèle, mais il y a quelqu'un que j'apprécie et dont je suis les actualités, c'est Sajida Zouhari. En fait, Sajida, c'est une ingénieure française blockchain. Et c'est incroyable parce qu'elle a que 29 ans et en fait, elle a déjà fait tellement de choses incroyables. Elle a créé une plateforme sur une blockchain qui est décentralisée pour des dons de reins. Elle a aussi présidé un think tank, pardon pour l'accent, un think tank. Elle a créé un groupe de mentorat blockchain dans lequel je suis. Donc, d'ailleurs, s'il y a des personnes intéressées pour aller plus loin après ce webinaire, je vous conseille vivement son groupe qui est super et qui est en parité. C'est un des rares groupes en parité aujourd'hui dans cet univers. Mais donc voilà, c'est vraiment, elle c'est une ingénieure pure et dure, donc elle est vraiment sur la partie technique. Et c'est incroyable. Elle a fait des TEDx, des conférences, vous pouvez aller regarder. Ouais, j'ai vu que tu mettais le nom, je pourrais vous envoyer des liens de ces talks, mais vraiment une experte française et une femme dans cet univers. Trop bien. J'ai retrouvé sa communauté aussi. Je vous l'ai posté dans le chat si ça vous intéresse. Et en effet, quand on tape son nom sur Google, beaucoup de ressources. Elle a l'air super intéressante. Elle a été classée aussi dans des classements Forbes et elle a créé aussi le premier festival des blockchains en France. Voilà. Okay. Tout ça à 29 ans en plus. Et qu'est-ce que j'ai vu dans ton Insta que tu parlais pas mal de crypto-féminisme, cyberféminisme. Est-ce que tu pourras nous définir un peu ces termes? Oui, alors le crypto-féminisme, c'est assez simple. Je vais la faire très rapide. Pour moi, c'est vraiment juste utiliser les crypto-monnaies comme un outil d'empowerment. Donc, les crypto-monnaies dans une optique féministe, mais sous un angle féministe. Et le cyberféminisme, c'est plus large. Pour moi, c'est tous les outils qui sont liés à la tech, mais comme outil d'empowerment. Donc, en fait, tout ce qui est lié à la tech, mais dans une optique féministe. Et en fait, pour la petite histoire, le cyberféminisme, c'est une notion assez intéressante qui date des années 90. Et l'idée, c'était vraiment
en fait, d'aller contre le fait que Internet était en train de devenir un Toys for Boys. En gros, c'était l'image du codeur dans sa chambre à 14 ans, blanc, un garçon. Et du coup, c'était contrer cet imaginaire-là et se réapproprier ce que les femmes appelaient alors le cyberespace. Donc, en fait, c'était vraiment reprendre le pouvoir sur toute la sphère Internet en général. Et finalement, le cyberféminisme aujourd'hui, ça peut être juste ce webinaire, ça pourrait être une action de cyberféminisme, un réseau de blogueuses, un réseau de mineuses dans les crypto-monnaies pourrait être aussi relevé du cyberféminisme, parce que c'est vraiment dire, OK, on se réapproprie Internet et on en fait aussi un espace pour les femmes. Donc, c'est assez large. Surtout que oui, beaucoup sur ce sujet passe par la communication, les stéréotypes et donc par Internet. Donc, c'est important en effet de se réapproprier ça. Ok, super intéressant sur du coup c'est un peu le contexte. Du coup, si on veut rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie et un crypto-actif? Ouais, alors on rentre sur des trucs un petit peu plus techniques, mais je vais essayer de vulgariser ça et de rendre les choses limpides. Donc, une crypto-monnaie, on peut dire que c'est une monnaie numérique, une monnaie digitale, mais elle a des caractéristiques particulières. Et une de ces caractéristiques-là, c'est d'être en pair à pair, en peer-to-peer. Donc, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, qui ont fait peut-être du téléchargement en torrent, mais on est sur le même concept d'échange de vous à moi et sans tiers de confiance. Donc, en fait, on supprime l'autorité centrale. Donc, en fait, dans les crypto-monnaies, c'est la banque. Donc, on supprime la banque pour s'envoyer de l'argent de vous à moi et de façon assez directe, en fait. Donc, c'est ça c'est pair à pair. Et une autre caractéristique de la crypto-monnaie, c'est qu'en fait, elle fonctionne de façon décentralisée parce que c'est toutes les personnes qui sécurisent le réseau qui... Ah, Claire est partie, mais vous me voyez toujours à l'écran, je pense. Ok. Bien là. Ça va. Donc, en fait, voilà, cette crypto-monnaie, elle a deux caractéristiques. Elle s'échange de pair à pair et via un réseau décentralisé parce que n'importe qui peut sécuriser ce réseau. Donc, si Claire, demain, veut sécuriser le réseau, elle peut et n'importe qui peut être acteur ou actrice de ce réseau-là. Donc, ça, c'est dans les grandes lignes, c'est ce qu'est une crypto-monnaie. Voilà. Ok, il y a une différence avec un crypto-actif du coup? Non, c'est exactement la même chose. Donc, c'est les mêmes... Oui, actif, c'est juste plutôt la terminologie qu'on va utiliser en bourse. On parle d'actifs. Voilà. Ok. Et du coup, le Bitcoin dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ouais, le Bitcoin, c'est la plus connue. C'est pas la première des crypto-monnaies, mais c'est la plus connue et c'est celle qui a aussi fonctionné. Mais globalement, vous devez peut-être connaître les deux plus connus qui sont Ethereum, donc Bitcoin et Ethereum. Après, il faut savoir qu'en fait, des crypto-monnaies, il en existe plus de 8000, même 8500 aujourd'hui. Donc, il y en a énormément et ça bouge très vite. C'est un écosystème qui bouge très vite. Donc, elles disparaissent aussi. Mais le Bitcoin, lui, existe depuis plus de 10 ans. En fait, il a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto. Alors là, c'est assez marrant parce que Satoshi Nakamoto, c'est un pseudonyme. En fait, on ne sait pas qui c'est. Donc, ça pourrait être un homme, ça pourrait être une femme, ça pourrait être un groupe de personnes. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui c'est. C'est un mystère ambiant. Mais voilà, donc lui, ce qu'il voulait faire au départ, c'était créer une monnaie qui est indépendante, donc indépendante des banques, indépendante des États, et qui peut se transférer facilement et de façon assez rapide. Et sans, en fait, quand je dis facilement, c'est sans trop de frais. Donc voilà, une monnaie indépendante qui s'échange sans trop de frais et de façon rapide. Et concrètement, on peut dire qu'aujourd'hui, ça a bien marché parce que là, pour vous donner un ordre d'idée, si je voulais envoyer 100 millions d'euros à Claire dans les 5 minutes qui viennent, je pourrais le faire en
allez, peut-être 10 minutes et ça me coûterait, je pense, en frais maximum 10 euros. Donc, j'aurais pas besoin de passer par l'autorisation de qui que ce soit. Je pourrais lui envoyer cette somme-là en 10 minutes en payant peut-être 10 euros sur une appli. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que l'idée originale de Satoshi Nakamoto a été plutôt bien respectée et que ce qu'il a créé surtout a fonctionné. Donc voilà, ça c'est vrai. Enfin, en fait, s'il faut retenir un seul truc sur le Bitcoin, c'est vraiment que ça fonctionne indépendamment d'un État, indépendamment d'une banque et de n'importe quelle autorité centrale. C'est vraiment un des points fondamentaux. Après, il y a le fait que en fait, n'importe qui peut prendre part au réseau. Donc là, c'est si aujourd'hui Claire veut miner du Bitcoin, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est comme ça que le Bitcoin est créé par minage, en le minant. Bah, en fait, elle pourrait le faire. Elle pourrait peut-être pas le faire avec son MacBook ou son ordinateur perso. Il lui faudrait une machine un peu plus puissante, mais concrètement, elle pourrait le faire. Donc en fait, c'est ouvert à tous et à toutes, et n'importe qui peut contribuer à sécuriser le réseau. Et enfin voilà, donc l'idée, c'est vraiment pas d'organe central et pas d'autorité centrale, une monnaie à laquelle tout le monde peut, enfin que tout le monde peut créer et participer à son réseau. Et le dernier point, c'est en fait une des grosses différences entre le Bitcoin et une monnaie classique comme l'euro ou le dollar, c'est que c'est une monnaie qui est déflationniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité totale de Bitcoin qui pourra jamais exister, c'est 21 millions. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais créer plus de 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, on en est entre 18 et 19 millions. Et on estime que les 21 millions vont être atteints vers l'année 2150 à peu près. Mais en gros, c'est une différence énorme aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette quantité limitée, parce qu'en fait, plus on crée du Bitcoin, plus il est rare, donc plus il prend de la valeur. Aujourd'hui, ce qui se passe avec des monnaies comme l'euro ou le dollar, c'est que voilà, l'année dernière, il y a eu la crise du Covid. Pour répondre à cette crise, si on veut créer des liquidités, ben, en fait, on fait fonctionner ce qu'on appelle la planche à billets. Et du coup, les quantités de monnaie en circulation, finalement, augmentent et elles se dévaluent. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a de l'inflation et les monnaies perdent en valeur. Et c'est pour ça qu'on dit que ces monnaies-là sont inflationnistes alors que le Bitcoin, lui, va être déflationniste. Bon, voilà, j'espère que je ne me suis pas trop perdue dans les explications et que c'était à peu près clair, mais c'est vraiment les grandes lignes importantes à retenir sur le Bitcoin. Voilà. Non, c'est hyper clair, merci. Et du coup, ça provoque des questions. Camille demande, qu'est-ce que c'est en fait miner le Bitcoin? Ouais, alors en fait, c'est vrai que le miner le Bitcoin, c'est juste c'est son processus de création, c'est en fait le processus de minage. Ce qui se passe, c'est juste des personnes chez elles, maintenant ça peut être des entreprises aussi aujourd'hui, avec des ordinateurs surpuissants, vraiment des grosses machines, un peu type serveur qui s'appellent des ASICs. Et ces machines-là, elles vont générer de la puissance de calcul et elles vont répondre à des algorithmes toute la journée. Et en fait, on vous récompense pour répondre à ces calculs algorithmiques. Et on vous récompense avec quoi? On vous récompense en vous donnant du Bitcoin, justement. Bon, aujourd'hui, on va vous donner des fractions de Bitcoin, parce qu'en fait, un Bitcoin vaut, à l'heure actuelle, je crois, 30 000 $, 32 000 $. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que votre machine, elle répond à ces calculs, et on vous récompense en vous donnant des fractions de Bitcoin qui s'appellent des Satoshi. Donc, voilà, et ça, c'est le processus de minage. On mine du Bitcoin. Et les mineurs sont récompensés par la monnaie, justement. En fait, c'est eux qui sécurisent tout le réseau. Chaque ordinateur a une copie de la blockchain sur sa machine et en fait, la fait tourner, vérifie les transactions, etc. Tous ces calculs, c'est on vérifie quelle transaction, à quelle heure, pour quel montant, etc. etc. Voilà. Alors, tout ça provoque pas mal de questions. Pour continuer sur ton explication, Camille demande qui donne les calculs. En fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que personne ne donne les calculs, c'est-à-dire que, par exemple, je vais demander, je vais faire une transaction pour envoyer 1 euro à Claire,
Et ben, en fait, le programme, c'est-à-dire que c'est en fait un protocole informatique, va vérifier que j'ai bien les fonds que j'ai envie d'envoyer, par exemple, que c'est bien à Claire que je veux les envoyer, est-ce que son adresse à elle est valide pour les recevoir. C'est tout ce genre en fait de calcul et de transactions que le protocole va vérifier. Mais personne, voilà, il n'y a personne qui vient réguler ou vérifier derrière. C'est vraiment la beauté de la blockchain en fait. Alors, j'aime bien tes exemples où à chaque fois, tu m'envoies de l'argent. Oui, je t'ai envoyé beaucoup d'argent depuis le début du C'est trop webinaire. sympa. Du coup, il y a encore des questions sur, quand tu parlais du scénario, quand on arrive à 21 millions, Florène demandait, du coup, qu'est-ce qui arrive quand on atteindra ces 21 millions de Bitcoin produits? Voilà, ça, c'est assez intéressant et je pense que déjà, le prix du Bitcoin aura explosé d'ici là. Mais en fait, ce qui va sûrement se passer, et une des théories les plus probables, déjà, c'est assez compliqué de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on parle d'une technologie hybride, et c'est un peu comme Internet dans les années 80. Vous auriez parlé de WhatsApp ou de TikTok dans les années 85, je pense que ça aurait été inconcevable. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment se projeter et se dire que les outils de demain, on ne saura sûrement même pas qu'ils sont basés sur la blockchain, mais ils le seront. Enfin, un peu comme Internet, aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment comment les protocoles, même de mail, IMAP, POP, fonctionnent, mais on utilise des mails quand même tous les jours. Du coup, pour répondre à la question de Florène plus précisément, sûrement que quand on sera arrivé à 21 millions, en fait, on n'utilisera même plus le Bitcoin, on utilisera des fractions, des millièmes ou des dixièmes de millièmes de Bitcoin. Donc, ces fractions-là, elles s'appellent les Satoshi. Et en fait, probablement que soit on n'utilisera que des Satoshi, qui sont donc 0,00001 Bitcoin, soit on utilisera une autre monnaie qu'on aura peut-être créée, qui sera l'équivalent justement de 0, beaucoup de zéros derrière un Bitcoin, et ce sera une nouvelle monnaie, et on l'aura appelée comme ça pour se faciliter la tâche. Et en fait, on ne parlera plus en Bitcoin, on parlera en fraction de Bitcoin. Voilà. Ok. Encore sur ces questions tout ce que tu as expliqué, il y a Sougou qui posait une question sur les frais que tu as mentionnés. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, mais il y a des frais. Du coup, qui fixe les frais? Donc, c'est des frais quand tu parlais encore de m'envoyer de l'argent, ou des frais qui existent aussi quand tu veux du coup rapatrier l'argent sur ton compte. Du coup, qui fixe ces frais qui existent? En fait, il n'y a pas d'intermédiaire, mais aujourd'hui, on passe quand même par des plateformes. Donc, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui pour stocker et envoyer des crypto-monnaies, mais tu vas forcément passer à un moment donné par une application, une plateforme ou un site web. Ça, c'est une possibilité qui est de passer par on appelle ça des échanges centralisés. Donc, c'est tout simplement des plateformes un peu type Airbnb des cryptos, concrètement, en fait, hein, où donc forcément, vous allez payer des frais à cette plateforme puisque vous l'utilisez. Après, il y a un autre type de finance dans les crypto-monnaies qui existent, qui sont les échanges décentralisés, où là, ce sont des sites Internet où, en fait, il y a une équipe qui a créé le site Internet, mais en fait, il n'y a pas de frais en tant que tel, et ce n'est pas une plateforme avec une société derrière, c'est vraiment aux mains des personnes et aux mains des utilisateurs. Mais vous allez quand même malheureusement payer des frais parce que tout le système fait que pour mettre à disposition des liquidités, et en fait, pour rétribuer les personnes qui mettent à disposition leur liquidité, elles sont ponctionnées par des petits frais. En fait, grosso modo, la version centralized exchange des échanges centralisés est plus facile à comprendre parce que finalement, vous passez par une plateforme, un site internet ou une appli, celle-ci va vous imposer des petits frais et vous imposer un pourcentage minime qui est, vous passez par une appli qui a un portefeuille de crypto, finalement, elle va quand même ponctionner une commission sur la transaction. Voilà. Ok.
Il y avait une autre question sur le seuil dont tu as parlé pour les bitcoins, donc il y a de 21 millions. Est-ce que toutes les crypto-monnaies sont aussi déflationnistes et ont aussi ce seuil existant? Hyper intéressant aussi comme question, et non, justement. Par exemple, la deuxième crypto-monnaie qui est Ethereum n'a pas de supply maximal. Donc, non, c'est une caractéristique qui est propre au Bitcoin. Et ça dépend, en fait, ça dépend de comment est créée la monnaie et du montage qu'ont décidé l'équipe qui ont créé cette monnaie. Aujourd'hui, souvent, ce qu'il faut voir, c'est qu'une crypto-monnaie qui est créée, c'est concrètement, c'est une start-up derrière avec un projet et une équipe avec des personnes en développement, au marketing, etc. Et du coup, c'est eux qui vont décider comment sont créés les jetons de la crypto-monnaie et comment ils sont distribués. Est-ce qu'il y a une supply maximale? Donc, est-ce qu'il y a un nombre limité de 21 millions ou un autre chiffre? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on peut en créer à l'infini? Voilà, ça, c'est des choses qui sont vraiment définies au départ dans le projet et dans la création de la monnaie. Donc non, toutes les monnaies n'ont pas une supply maximale. Non. Ok. Magali a aussi une question sur la position des États vis-à-vis des cryptos et sur une question qui revient souvent dans les médias, en effet, peut-on s'attendre à une taxation des bénéfices à l'avenir? À l'avenir, ils sont déjà taxés aujourd'hui. Mais oui, alors en fait, il faut savoir que c'est très fluctuant. Donc oui, tous les États se positionnent de façon différente sur les cryptos et c'est très fluctuant selon les prises de parti politiques et les années. C'est marrant parce que d'ailleurs, il faudrait que je retrouve, mais il y a une map du monde avec un visuel d'une map du monde qui montre justement quels pays sont favorables, plutôt favorables, quels pays ne le sont pas. Mais en France, par exemple, aujourd'hui, on est taxé à 30% sur les plus-values des crypto-monnaies, ce qui est à peu près similaire à d'autres produits financiers de bourse, par exemple. Mais en fait, c'est assez paradoxal parce qu'en France, on adore la blockchain, on veut que la France prenne partie à cette révolution blockchain. Par contre, on diabolise les crypto-monnaies. Donc, c'est un positionnement qui est hyper ambivalent et ambigu parce que finalement, les deux sont intrinsèquement liés. Les deux, ne fonctionnent pas l'une sans l'autre, mais voilà, il y a eu aussi tout l'imaginaire collectif est assez négatif autour des crypto-monnaies, mais par contre, on valorise la blockchain, ça n'a pas trop de sens. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas du tout dans la même optique, par exemple. Les États-Unis, on voit une entreprise crypto qui rentre en bourse, Coinbase. On voit le maire de Miami qui est pro-crypto comme pas possible, c'est-à-dire qu'il veut de la crypto et de la blockchain partout dans Miami. Enfin, c'est assez impressionnant de voir les différences de perception selon les pays, selon les États. Ouais. Et justement, pour bien différencier les crypto-monnaies et la blockchain, tu pourrais nous redonner une définition de la blockchain? En fait, la blockchain, c'est vraiment juste la technologie sous-jacente. En fait, déjà, sous-jacente au Bitcoin ou à la crypto-monnaie, en fait, il n'y a pas une blockchain unique, il y a des blockchains parce qu'il peut y avoir, enfin, il y a plusieurs blockchains qui existent pour plusieurs crypto-monnaies. Donc, par exemple, Ethereum fonctionne sur la blockchain Ethereum, il a sa propre blockchain. Tezos, qui est une crypto-monnaie française, a la blockchain Tezos. Et la blockchain Tezos, par exemple, est utilisée par la gendarmerie nationale aujourd'hui. Parce que c'est juste une technologie qui peut être utilisée en tant que telle. Donc, en fait, c'est assez compliqué de dissocier complètement les deux parce que c'est une technologie qui peut être utilisée à des fins assez intéressantes et assez précises en termes d'argent, justement, et de monnaie. Mais il y a des utilisations autres qui existent. Aujourd'hui, il y a des blockchains dans le domaine de l'alimentaire pour tracer des produits, genre tracer des poulets, littéralement. J'ai vu ça l'autre jour, une entreprise d'agroalimentaire qui utilise la blockchain pour tracer des poulets. On peut l'utiliser peut-être bientôt dans la musique pour tracer les droits d'auteur. Enfin, en fait, la blockchain, c'est une technologie bien plus vaste et bien plus large que juste l'application qu'on en a avec les cryptos aujourd'hui. Ok. Du coup, je pense que ça répond à une question qu'avait Camille qui demandait si c'était les calculs de la blockchain qui généraient du Bitcoin. Donc, en fait, la blockchain et la technologie derrière le Bitcoin. C'est ça. On peut simplifier en disant que c'est la technologie derrière. Ok.
Ensuite, Naïma pose des questions sur plus ton investissement. Et elle demande, sors-tu ta crypto-monnaie? Utilises-tu des cartes de paiement comme celle de Binance, par exemple, ou restes-tu complètement dans la spéculation? Alors, c'était la première partie de la question, pardon, C'était, est-ce que tu sors ta crypto-monnaie? Est-ce que tu utilises des cartes de Oui, paiement? oui, oui. Ou est-ce que tu restes plutôt du côté de la spéculation? Alors, du coup, en fait, non, je ne sors pas mes crypto-monnaies parce qu'il existe un truc très, très pratique qui s'appelle le stablecoin. Le stablecoin, enfin, il y en a plusieurs, hein, il y a des stablecoins. C'est des crypto-monnaies qui sont adossées à une monnaie type dollar. Aujourd'hui, il n'en existe pas encore qui soit adossé à l'euro, mais enfin, il y a eu des projets, mais ils n'ont pas marché. Mais du coup, c'est une monnaie, vous achetez $1 de BUSD, par exemple, ça vaudra toujours $1. Donc, c'est une crypto-monnaie, mais sans le risque des crypto-monnaies. Et elle ne bouge pas, elle vaudra toujours $1. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je ne retire jamais mes cryptos, mais si j'ai besoin d'enlever mon exposition à un actif, donc par exemple, j'ai plus envie d'avoir autant de Bitcoin que j'en ai actuellement, bah, je vais les retirer en stablecoin dollar. Et en fait, ça m'enlève mon exposition et je vais pouvoir faire plein de choses assez intéressantes avec. Aujourd'hui, il y a des produits qui permettent d'avoir des épargnes à 10%. C'est à peu près le truc basique en crypto, c'est les épargnes iront jamais en dessous de 10%. Donc, comparé à un livret A, on est sur un truc qui est relativement safe parce que votre monnaie ne bouge pas, elle vaudra toujours $1. Vous la placez à 10%, bon, c'est pas mal comme plan. Et du coup, non, moi, je ne retire pas mes cryptos. Je vais les laisser en stablecoin et voilà, je vais les laisser dormir et elles font leur vie. Et la deuxième partie sur les cartes de crédit, oui, j'ai la carte de crédit Binance. C'est assez incroyable pour ceux qui ne sont pas forcément familiers à l'univers des cryptos parce que vous avez une carte de crédit et vous pouvez dépenser où vous voulez, à la boulangerie, vous pouvez retirer au distributeur le plus proche avec, vous pouvez en fait payer quoi que ce soit avec cette carte qui est en fait une carte d'une plateforme crypto. Donc, c'est quand même assez incroyable parce qu'on revient à l'objet physique qu'on connaît, mais avec des cryptos. J'en ai une, je l'utilise très peu parce que en fait, c'est une galère sans nom pour les déclarations d'impôts. Parce que imaginez par exemple, vous avez du Bitcoin, mais il prend de la valeur, mais en fait, vous payez tous les jours des sandwichs avec. En fait, il faut déclarer en théorie toutes les plus-values que vous avez fait sur chaque sandwich que vous mangez tous les jours. Donc en fait, c'est une tannée pas possible. Aujourd'hui, il y a des petits, voilà, des petits trucs qui coincent encore et qui font que pour utiliser dans la vie de tous les jours les paiements en crypto, c'est pas si simple que ça. Après, il y a des solutions, mais voilà, moi, je l'utilise plutôt comme de l'investissement long terme que vraiment pour payer dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Ok. Du coup, il y a pas mal de questions sur concrètement comment se lancer. Donc, on va aborder cette partie-là. Et après, je reprendrai vos questions si jamais il y en a auxquelles on n'a pas répondu. Du coup, concrètement, maintenant que tu nous as fait l'aperçu de ce que c'est que les crypto-monnaies, la blockchain et quelques monnaies les plus connues, quels sont tes conseils pour se lancer? Alors, par où commencer? Déjà c'est super si vous avez envie de vous lancer, ça veut dire que ça aura donné envie à certaines personnes. J'ai compilé d'ailleurs un document avec pas mal d'infos, toutes les erreurs à éviter, les plateformes où commencer, etc. Donc, je pourrais peut-être vous l'envoyer à ceux qui sont intéressés, mais voilà, il y a vraiment tous les basiques dedans. Mais par où commencer? Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'aller sur un échange centralisé. Donc là, concrètement, c'est vraiment un site internet, une plateforme. Souvent, elles sont assez bien faites maintenant. Le design est les interfaces sont assez bien faites, c'est assez joli, etc. Et c'est très facile à appréhender en réalité. Là, je dirais que ça dépend du niveau de chacun et de votre envie aussi de creuser le sujet. Mais je conseille deux plateformes. Il y en a une qui s'appelle CoinHouse et une autre qui s'appelle Binance.
Alors, CoinHouse, on est vraiment sur quelque chose de très simple, avec un UX et un design très sympa, très facile. En 2 clics, vous pouvez faire votre première transaction. Voilà, c'est très facile à prendre en main. C'est une plateforme française. Mais par contre, les frais sont assez importants. Et l'autre que je conseille, c'est Binance. C'est celle avec laquelle moi j'ai commencé. Là, on est sur quelque chose un peu plus complexe dès le début. Donc, il faut avoir la volonté de se plonger dedans et peut-être de creuser un petit peu le sujet. Mais elle offre beaucoup plus de possibilités et les frais sont les plus bas, quasiment les plus bas du marché. Donc, c'est intéressant si vous avez plus de temps à y consacrer. Et c'est une plateforme qui est chinoise et aujourd'hui, c'est le mastodonte, c'est la numéro 1 mondiale. Ils écrasent tous leurs concurrents parce qu'ils ont des frais minimes et ils proposent des services un peu imbattables. Donc, moi, je conseillerais déjà voilà, de s'inscrire sur un échange, de prendre un peu en main. Et puis après, de voir, il y a plein aujourd'hui d'autres services qui sont possibles avec les cryptos. Il y a des services d'épargne, des fonctionnements avec du staking. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui, dès qu'on commence à creuser, on voit que c'est un univers assez passionnant et assez profond. Et du coup, sur le petit manuel, tu veux qu'on s'organise comment pour l'envoyer aux personnes qui sont intéressées C'est un PDF, donc je peux l'envoyer si tu as les adresses email. Ceux Ouais. qui se manifestent dans le chat, peut-être qu'on peut relever les prénoms et Ouais. envoyer ça. Je peux l'envoyer par mail aux personnes qui ont participé à l'événement. Ok, super. Super. Et ok, bon, je vois, je vois qu'il y en a pas mal du coup. Super. Cool. Tu mentionnais aussi enfin, tu m'avais mentionné aussi des TEDx ou des choses comme ça pour. Ouais, justement, là pour commencer, c'est vrai que si vous avez jamais rien vu, jamais rien écouté, que c'est la première fois que vous écoutez quelqu'un parler sur ce sujet, je conseille vraiment 2 TEDx. Il y en a un, c'est celui d'Owen Simonin. C'est aussi le créateur de la chaîne YouTube Asher. Concrètement, sa chaîne YouTube, c'est la Bible pour les débutants. Il vulgarise des notions hyper complexes et c'est grâce à lui, je pense, que j'ai réussi à monter mon premier masternode parce que il vulgarise très bien des sujets assez techniques. Et c'est un bon orateur. Et le deuxième TEDx que je vous conseille, c'est celui d'Alexandre Sachenko, qui est le CEO de Blockchain Partner. C'est un mec qu'on voit pas mal sur Brut et souvent à la télé. Il intervient sur Arte, sur des chaînes nationales. Et c'est vraiment des TEDx qui permettent de prendre de la hauteur et de prendre conscience de l'ampleur en fait de la révolution que va apporter la blockchain dans les prochaines années. Donc ça donne envie de s'y intéresser et c'est des bonnes conférences pour se lancer, je pense. Ok. Bon, bah, plein de ressources super intéressantes. Si tu en as d'autres, pareil, tu pourras me les envoyer. Je les mettrai dans le mail récap. Ok. Et du coup, concrètement, tu conseilles tu conseilles de se lancer sur une monnaie en particulier. Enfin, quelles sont un peu les premières étapes selon toi? Oui, bah, en fait, oui, disons que pour quelqu'un qui débute, c'est un peu un incontournable de passer par quand même du Bitcoin ou de l'Ethereum. Mais en fait, voilà, le Bitcoin, son surnom, c'est l'or digital. Et c'est pas pour rien, c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, c'est presque une réserve de valeur. Enfin, et donc pour n'importe qui démarre, pour moi, ça me paraît vraiment incontournable de s'y intéresser et peut-être de commencer à acheter avec du Bitcoin parce que c'est la reine des crypto-monnaies. En fait, le cours suit le cours du Bitcoin, donc c'est lui qui tire tout vers le haut ou vers le bas. Donc, en fait, je pense que pour commencer à appréhender l'écosystème, c'est vraiment là où il faut démarrer. Après, voilà, je dirais que le top 5, le top 10, tout ça, ça reste assez safe. Mais c'est un univers qui bouge très vite, donc il y a des projets qui disparaissent, voilà, toutes les crypto-monnaies qui sont aujourd'hui dans le top 100 le seront peut-être pas l'année prochaine et ni dans, ça se trouve, 3 mois. Donc, ça demande de rester aussi à la page. Ok.
Donc, beaucoup à apprendre aussi avant de se lancer. Il y avait une question aussi qui m'intéressait, tout particulièrement, comme moi je travaille chez Ada Tech School dans une école d'informatique. Donc, il y a aussi l'aspect, au-delà de l'aspect investissement, il y a l'aspect développement. Et je vois qu'il y a certaines apprenantes d'Ada qui sont là. Donc, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans la blockchain, ça on l'a vu. Selon toi, quelle formation faut-il avoir pour y aller et pourquoi y aller? Ouais, ça me tenait à cœur aussi d'en parler aujourd'hui parce que pour un public aussi qui est en partie apprenant à Ada Tech School, je pense que c'est important. En fait, c'est un secteur qui est en super croissance, c'est-à-dire qu'il y a des startups qui lèvent des millions d'euros et de dollars de fonds en quelques heures, en quelques jours. Et concrètement, en termes d'emploi, ça veut dire qu'il y a plus d'offres que de demandes, ou plus. Oui, enfin, en fait, il y a plus d'offres d'emploi et on n'arrive pas à les pourvoir aujourd'hui. Ça, c'est vrai dans à peu près tous les corps de métier, mais encore plus pour les développeuses et les développeurs. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des langages informatiques comme le Solidity sur la blockchain Ethereum, qui est un langage particulier de programmation. Concrètement, aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des gens qui puissent coder sur ce langage-là. Et voilà, donc c'est intéressant parce que c'est un secteur assez porteur, qu'il y a des opportunités, qu'il y a des startups en croissance. Et ça vaut aussi sur d'autres types de métiers parce qu'il y a des offres pour des chefs de projet blockchain, des des marketeurs, des community managers, des UX, des UI. Enfin, ça vaut vraiment pour tous les corps de métier. Donc, c'est clair que c'est intéressant pour ces perspectives-là. Et, euh, et je ne sais plus, j'avais un autre point dont je voulais vous parler, mais mince, j'ai oublié. Mais oui, Et enfin, sur les formations, comment arriver dans ce secteur-là? Est-ce qu'il y a des formations, des choses oui, qui... c'est ça, oui, c'est ça. C'était sur plus le côté, oui, le côté, en fait, aujourd'hui, c'est un secteur tout nouveau, tout jeune. Et il y a beaucoup de gens qui sont auto-formés dans ce secteur parce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, ça n'existe pas de formation axée, spécialisée blockchain. En fait, sauf dans les cursus vraiment particuliers, type école d'ingé, ingénierie ou informatique pure et dure. Mais hormis ça, on voit très peu de spécialisation blockchain. J'ai vu un master en data l'autre jour dans une université à Paris qui commençait à avoir une spécialité blockchain, mais c'est vraiment le début. Donc en fait, c'est un milieu où il y a beaucoup de gens qui sont auto-formés. Et en fait, ça a un côté positif aussi parce que c'est ouvert à toutes les personnes motivées et toutes les personnes qui veulent se lancer, finalement, peuvent faire partie assez vite de cet univers-là. Mais voilà, ça demande d'être assez passionné et c'est assez challengeant parce que, comme je disais, tout bouge assez vite et il faut rester en fait, au fait de tout ce qui se passe et d'apprendre. Enfin, il faut avoir vraiment la volonté d'apprendre constamment et d'être toujours en demande de se garder à la page, quoi. Hmm. Nous, c'est quelque chose qu'on met très en avant chez Ada, le fait d'être autonome dans l'apprentissage, de continuer à Mm. s'auto-former. En fait, en un an de formation, on ne peut pas se former sur tout. Donc, c'est aussi la volonté des apprenants et apprenantes d'aller là où ils ont envie de se former, surtout dans des milieux où ça évolue très vite. Et ce que tu dis sur la crypto, c'est valable aussi sur la data, la cybersécurité, où parfois on nous dit c'est quoi les écoles, les formations à faire. C'est beaucoup en fait d'auto-formation. Et c'est peut-être une dynamique où les femmes, parfois, hein, pas tout le monde, mais se disent plus, ah tiens, je vais être spécialiste avant d'y aller, alors qu'il y a un côté où, en fait, tout le monde est au même niveau au début, il n'y a pas de formation type, et donc, faut apprendre en faisant et s'auto-former. Ouais, complètement. Du coup, on avait prévu avec Amandine de vous parler des NFT du lien entre crypto et art. Mais je vois qu'il y a plein de questions auxquelles on n'a pas encore répondu, donc on va plutôt les prendre.
Et peut-être qu'on organisera une autre conférence, un épisode 2 sur ce sujet, ouais, comme le dit Marion. Du coup, je remonte un peu dans le chat pour reprendre vos questions. Et puis, si vous en avez d'autres, c'est le moment ou jamais. Marine demande comment suivre les meilleures actualités crypto sans tomber dans le bullshit et les arnaques. Parce que je suis assez d'accord avec toi, Marine. Si on tape juste sur, sur Internet, on risque de se retrouver dans dans des arnaques, comme tu le dis. Ouais, c'est un vrai point parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de scams et c'est un truc qui est très important quand on se lance dans les cryptos, c'est vraiment de faire attention à n'importe quelle info que vous recevez. Enfin, vraiment, le hameçonnage et les spams peuvent venir de partout, que ce soit d'un texto, d'un mail, d'un courrier par la poste. Enfin, vraiment, c'est assez hallucinant le nombre d'arnaques qu'il peut y avoir, mais il y en a aussi dans la bourse et dans d'autres domaines, mais c'est vrai qu'il faut être hyper vigilant à ce qu'on lit et ça peut venir par n'importe quel canal. Du coup, moi, je conseille 2 médias français francophones qui sont approuvés et validés et approuvés, qui sont Cryptost et le Journal du Coin. Voilà, c'est des équipes qui sont là depuis des années, au moins 5 ans, même plus, enfin quasiment depuis les débuts des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de ressources sur leur site à chaque, sur des tutoriels assez pratico-pratiques, du concret. Donc ça, c'est vraiment pour moi les 2 médias français à suivre. Il faut faire attention aussi aux médias qui proposent beaucoup de partenariats rémunérés avec en fait des plateformes de qualité parfois un peu foireuse. Et du coup, voilà, ces 2 médias-là, vous êtes safe. Et l'autre, c'est Cryptost, comme un toast de crypto. D'accord, ouais. Et après, si vous êtes à l'aise en anglais, alors là, c'est génial parce que vous avez tous les contenus américains qui s'offrent à vous. Là, il y a une appli qui est géniale qui s'appelle Decrypt, mais c'est déjà un peu plus avancé. C'est vraiment un média de news crypto et blockchain qui est super. Mais pour avoir des news en français et accessible à toutes et tous, c'est plutôt Journal du Coin et Cryptost. Ouais. Ok. Je remonte. Donc une question de Florène. Comment gérer les fluctuations sans trop de stress et sans suivre de près toutes les heures? Ça, c'est une question moi aussi que j'avais en me disant est-ce que ça vaut le coup d'y consacrer énormément de temps, d'être toujours au taquet dessus Ouais, c'est vrai qu'on est vite happé par les cours et les fluctuations des cours. En fait, je pense que tout dépend aussi de ta stratégie initiale. C'est-à-dire que si tu vois à long terme et si tu comprends et que tu crois vraiment ce dans quoi tu investis, c'est beaucoup plus facile de s'en détacher. Et moi, je suis assez admirative, par exemple, de la stratégie justement de Sajida Zouari. Elle est ingénieure, ça fait 10 ans qu'elle bosse là-dedans et elle me dit, tous les dimanches, j'achète du Bitcoin. Et c'est ça. Et en fait, elle ne retire jamais, c'est sur le long terme. Elle voit le potentiel que ça peut avoir. Et voilà, c'est son petit rituel du dimanche. Et du coup, je pense que si on a des objectifs plus court terme et, et que ça va être plus stressant parce on va absolument vouloir faire beaucoup en peu de temps, là, ça peut devenir stressant. Si on voit à long terme, c'est déjà un peu plus facile de s'en détacher. Et il y a des applis super qui existent pour en fait donner des alertes, pour pas avoir le nez rivé sur les cours et en fait te dire bon bah voilà, si le Bitcoin dépasse les 100 000 $, j'aurai une petite notification et puis c'est tout. Le reste de la journée, j'y pense pas, j'ouvre pas mon appli et je suis tranquille. Donc ça, il y a des applis comme ça qui sont assez faciles à paramétrer où on met juste ces seuils d'alerte. Et puis c'est tout. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des phases où il se passe beaucoup de choses dans les cryptos et d'autres phases où c'est très calme. Par exemple, là, pour l'instant, ça fait quelques semaines, il ne se passe pas grand-chose. On sait on va faire voilà, ce qu'on appelle un range où toutes les cryptos vont rester à peu près dans le même range, enfin dans la même fourchette de prix. Donc là, voilà, pendant l'été, on sait que ça va probablement être ça un peu tout l'été. Donc là, moi, concrètement, je regarde beaucoup, beaucoup moins, par exemple. Donc c'est pas, voilà, c'est pas forcément hyper stressant. On peut aussi
assez bien le vivre et ne pas être du tout rivé sur son appli ou sur ses cours. Voilà. Du coup, Abeba demande sur les bitcoins, comme du coup c'est extrêmement cher, on peut acheter du coup des fractions de bitcoin, c'est possible? Oui, oui, c'est l'idée, hein. Moi, j'ai jamais acheté un bitcoin en entier. J'ai toujours acheté des fractions. Et c'est un truc assez intéressant parce que du coup, c'est vrai que parfois, les gens se disent « Oh mon Dieu, le bitcoin est tellement cher, mais c'est trop tard » ou je peux pas du tout, enfin, son prix, il y a un effet un peu répulsif de « Oh non, non, c'est pas pour moi, je préfère acheter une autre petite monnaie qui vaut des centimes parce que son potentiel de croissance est plus important. » En fait, ça, faut pas du tout raisonner comme ça parce que une monnaie qui est déjà assez, ce qui vous paraît déjà cher, c'est peut-être aussi qu'elle est plus solide. En fait, faut pas, voilà, il y a des monnaies qui valent quelques centimes, il y a des monnaies qui valent des dizaines d'euros, des centaines d'euros. Elles ont toutes une valeur, mais ça, c'est pas parce qu'elles sont à quelques centimes qu'elles vont un jour être à des niveaux comme le Bitcoin. Donc en fait, faut décorréler un peu le prix de la valeur et se dire est-ce que je crois vraiment au projet derrière? Et si oui, j'achète une petite fraction et le Bitcoin, oui, l'idée c'est d'acheter, même vous pouvez acheter 20 euros de Bitcoin si vous voulez. Enfin, c'est complètement possible. Voilà. Du coup, sur les projets, il y avait Marion qui demandait est-ce qu'il existe des projets féministes? Des projets de crypto féministes? Je pense que c'est la question, ouais. Et ben, j'en ai pas trouvé encore dans mon parcours, mais par contre, j'avais vu un projet hyper intéressant qui était une crypto-monnaie LGBTQI+, qui en fait, c'était assez intéressant. En gros, tout l'écosystème de la monnaie était fait pour soutenir des communautés LGBT dans des pays où ils étaient réprimés. Et en achetant cette monnaie, en fait, vous souteniez ces communautés via des assos locales. Donc le système était hyper intéressant et dans l'idée de aussi voir les crypto-monnaies comme un acteur du bien commun et voilà, de projets solidaires, c'était assez intéressant. C'est une monnaie qui existe encore, il me semble. Il faudrait que je retrouve le nom, mais c'était vraiment pour soutenir des communautés LGBT. Ok. Si ça vous va, on peut se dire qu'on s'arrête vers 45, comme on a débordé un petit peu, pour pas non plus trop déborder. Ça suscite plein de questions. Je remonte un peu dans la conversation. Donc, Marine posait la question, il y a des plateformes qui proposent le yield. De quoi s'agit-il exactement? Ouais, alors le yield, ça veut dire rendement en anglais. En fait, il y a plein de choses différentes qui existent aujourd'hui, mais je pense que c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, il y a une appli qui s'appelle Yield App, qui est française d'ailleurs, mais toute l'appli est en anglais, mais c'est des Français derrière le projet. Et en fait, ce qu'ils proposent, c'est assez simple, c'est des rendements, en fait, c'est des plans d'épargne un peu, hein. C'est comme des plans d'épargne, sauf que c'est de la crypto-monnaie et c'est beaucoup plus intéressant qu'un livret A. Et globalement, sur les crypto-monnaies, on peut trouver des rendements entre 5 et 10%, c'est vraiment le minimum à l'année. Et donc voilà, je pense que c'était ça. Si c'est yield, ça veut vraiment dire rendement, donc ça doit être ça la question, j'imagine. Ok. Marion qui posait la question, que penses-tu des monnaies type Dogecoin? Je prononce peut-être mal parce que je connais pas. Le Dogecoin, c'est ce qu'on appelle un shitcoin. En fait, c'est une monnaie de merde. En gros, c'est juste des projets fumeux où derrière il y a. Mais en fait, le Dogecoin là, en ce moment, c'est la monnaie préférée d'Elon Musk. C'est peut-être pour ça que vous en avez entendu parler. Et le logo, c'est un chien japonais, le Shiba, de la race là des Shiba Inu. Et en fait, c'est un truc déterré des années, je crois, de 2017, qui existe depuis 2017, mais qui est un projet c'est pas un projet justement, c'est juste une monnaie qui a été créée sur un mème de ce chien-là, le Shiba. Et Elon s'est pris de passion pour le Dogecoin. En fait, c'est assez flippant parce qu'il y a plein de particuliers qui commencent à investir là-dedans. Et d'ailleurs, je crois que son cours a depuis bien ramassé. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de développeurs ou de développeuses derrière. Il n'y a pas de start-up, contrairement à toutes les autres crypto-monnaies. Il n'y a vraiment aucun projet derrière.
Il y a, je crois, 13 adresses, donc potentiellement 13 personnes qui détiennent genre 90% du volume de cette monnaie. Et en gros, c'est des monnaies voilà, sans projet, sans équipe derrière, et vraiment, c'était une monnaie créée sur un coup de tête et sur un mème complètement hasardeux, et qui aujourd'hui prend une ampleur complètement disproportionnée à cause plutôt d'Elon Musk. Ok. Comment connaître les tendances et les différents flots? Je me suis fait avoir durant le mois de mai quand c'est redescendu d'un coup, plus les tweets d'Elon Musk, et des amis connaisseurs m'avaient dit que ça allait être le cas de commencer à faire des retraits. Donc ouais, ça rejoint un peu, je trouve, la question de comment s'éloigner du fait d'être toujours sur ces courbes. Qu'est-ce que tu recommandes sur ouais, les tendances, les différents flots, les conversations aussi qu'on entend? Ouais, je dirais que là, il y a 2 points. Il y a un point, c'est, de vraiment toujours, hem, en gros, investir par palier et retirer par palier. Donc ça, c'est un truc assez classique où en fait, on fait pas all-in, c'est-à-dire qu'on met pas toute sa mise d'investissement en même temps, et on retire pas toute sa mise d'investissement au même moment. Du coup, déjà ça vous permet d'être beaucoup plus serein, parce qu'en fait, voilà, si vous faites par palier, ça vous permet d'avoir une certaine tranquillité d'esprit et de se dire, OK, j'ai retiré un peu, mais j'ai toujours ça. Enfin, donc ça, c'est une stratégie assez basique d'arriver par palier, de repartir par palier. Et après, en fait, sur les cryptos, il y a des gros mouvements qui sont déjà, c'est un marché qui est beaucoup plus volatile, mais il y a des phases, il y a des cycles. Et cette année, on sait qu'on est dans un cycle haussier. Et en fait, c'est assez timé, c'est hallucinant de voir les modèles mathématiques, mais en gros, on voit que tous les 3 ans, il y a un bull run, un bull market, c'est juste un marché haussier en fait. Et qu'après, pendant 3 ans, on est dans un bear market, un marché baissier. Et en fait, c'est vrai que si on connaît ces grandes tendances-là de fond, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe et de se dire, oui, d'accord, il y a peut-être une petite baisse, mais en fait, on est dans un marché haussier, ce qui devrait durer jusqu'à... et en fait, aujourd'hui, c'est possible de savoir à peu près combien de temps ça va durer, etc. Même si, voilà, tout peut se passer, mais c'est vrai que si on connaît déjà ces grandes tendances-là, de marché haussier et de marché baissier, ça permet d'avoir une vue un peu plus globale et une vue d'ensemble. Ok. Je pense que j'ai remonté toutes les questions dans le chat. Si jamais j'ai oublié quelqu'un, vous pouvez réécrire. Et désolée si jamais je vous ai oublié. Marine, à quand le prochain bull run après cette grosse chute récente? Là, pour moi, on est toujours en bull run. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le Bitcoin, je crois, l'année dernière, en mars, là, quand il y a eu le Covid, en fait, et les annonces Covid, a chuté à 3 000 $. Donc aujourd'hui, là, on est quand même à 30 000. Donc je ne sais pas si on peut parler d'une énorme chute vu la hausse de 3 000 à 30 000. Donc il faut remettre les choses en perspective. Et pour moi, on est toujours dans un marché haussier. Ouais. Oui, en fait, ce que j'entends, c'est en fait, à partir du moment où tu penses long terme, du coup, sur le long terme, ça sera de toute façon bénéfique. Du coup, ouais, ça rejoint un peu la question de Marion, comment résister à la tentation du panic sell. Donc, ouais, je pense qu'on a un Fermer peu Twitter. répondu. Fermer Twitter, fermer son téléphone. Ouais. Et aussi, la pression, c'est un peu ce que disait, je sais plus, la personne, avec aussi les conversations, les amis qui disaient, oh là là, il faut vendre, ça redescend. Ouais, il y a beaucoup de bruit toujours autour des cryptos, donc il faut faire la part de, voilà, garder la tête froide et puis s'éloigner du bruit. Super. N'hésitez pas s'il y a une dernière question, on l'attend. Sinon, moi, je te remercie beaucoup, Amandine. C'était super intéressant. Un mix à la fois de du coup, pédagogie sur le sujet et puis de petits conseils activables. Pour tous ceux et celles qui ont assisté au webinaire, vous aurez le compte rendu
Donc, à la fois, il y a Emma qui travaille chez Adatech School qui écrit un article de blog suite à la prise de parole d'Amandine où on référencera tes sources. Et puis moi, je vous envoie par mail les différentes choses qu'on a citées et le petit manuel dont on a parlé. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'investir par palier en étant patient. Voilà, moi j'ai l'impression que ça a bien plu. Merci pour vos remerciements. Du coup, je vais clore la conférence. Bonne soirée à toutes et à tous et merci beaucoup, Amandine. C'était un grand plaisir et encore merci Claire pour l'invitation, c'était vraiment super. Et peut-être un épisode 2 sur le sujet qui m'intéressait pas mal, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder sur Les NFT. les NFT, la crypto et l'art. Ça sera intéressant. Avec grand plaisir. Super, merci beaucoup. Bonne soirée et à Bonne très soirée à bientôt. tous.